Bonjour, bonjour à tous, salut, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de La Voix de l'Entrepreneur. Très content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Salut Raph, comment ça va ? Écoute, ça va très bien et toi, comment tu vas ? Bah écoute, ça va, sous la neige, et puis notre invitée aussi, elle est sous la neige d'ailleurs. Super invitée aujourd'hui, vous allez voir, elle est douée, elle est talentueuse, même Booba reposte ses stories sur les réseaux. On va aborder un sujet qu'on n'a encore jamais abordé dans La Voix de l'Entrepreneur, c'est le stand-up, le spectacle, la musique, ce monde assez particulier et unique. Vous allez voir, elle a plein de choses à nous raconter et à vous partager. On vous la présente juste après le jingle. Salut à tous et bienvenue sur La Voix de l'Entrepreneur. Je m'appelle Gab. Moi, c'est Raph. Notre seule mission, vous faire découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Retrouvez-nous un dimanche sur deux avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. On vous attend évidemment sur toutes les plateformes et les réseaux sociaux. En attendant, c'est parti pour un nouvel épisode. Ah putain, t'as pas enregistré ? Ah si. T'inquiète. Notre invité aujourd'hui, c'est Eva Rostin. Est-ce que je l'ai bien dit d'ailleurs, Rostin ? Tu l'as très bien dit. Voilà, très bien. Voilà, bah écoute, déjà, on te souhaite la bienvenue. Bienvenue voilà, sur notre podcast, sur La Voix de l'Entrepreneur. On est très heureux que tu aies accepté. On sait que tu es assez débordé en ce moment, mais on est très heureux de te recevoir. Voilà, donc on a l'habitude, avant de commencer, déjà de te demander comment tu vas. Bah écoute, Comment ça tu vas, va. comment ça se passe. Merci pour l'invitation. Comme l'a dit Gab, on était sous le soleil et les rues Ouais, déneigées. le soleil entre guillemets. Hein. C'est ça. Et là, il va retomber 20 cm aujourd'hui. On est sur une tempête de neige qui arrive. Donc écoute, tout va bien. Bon, ça va, je me fais pas trop de soucis pour toi. Ça fait quand même assez longtemps que tu es à Montréal, donc je pense que tu as quand même l'habitude. Ouais. Donc ça va. Ce que je te propose, déjà pour commencer, c'est que tu te présentes voilà, en quelques lignes, voilà, pour que nos auditeurs comprennent un peu d'où tu viens, qui tu es. Bien sûr. Et voilà, et après on pourra enchaîner. Ok, parfait. Écoute, moi, je m'appelle Eva Rostin. Je suis niçoise, donc française. Ça va faire bientôt 16 ans que je me suis expatriée au Canada. Waouh. Ces magnifiques années ont fait de moi une productrice de spectacles dans l'humour et la musique francophone en Amérique du Nord. Trop cool. Tu viens de Nice, tu l'as dit, hein, c'est ça ? Exact. Ouais, putain, mais quel délire Ma mère est de Nice et je sais que ma mère, ça la rendrait folle de se dire mais qui peut partir, qui peut quitter cette belle côte d'Azur pour la neige, quoi. D'accord. Mais je pense que parce que je suis partie jeune, j'avais Ouais. pas toute cette notion, tu sais, genre de réflexion. Et Mhm. c'est bien plus tard où je me suis dit, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je suis bien ici? Est-ce que j'ai besoin de retourner voir ma famille, etc. Et c'est sûr que voilà, Montréal, ça passe ou ça casse. Et Ouais, Ouais. je me suis trop battue ici pour rester pour et revenir, ouais. pour repartir après trop rapidement. T'es de passage quand même en France, tu y retournes un peu de temps en Ah mais temps ? oui, moi je suis très famille, donc j'ai besoin Ouais. absolument d'aller voir ma famille et bien sûr aussi mes amis. Et mais c'est sûr que la fratrie, elle est un petit peu éparpillée dans le monde, donc c'est un petit peu compliqué de tous se retrouver, mais on essaye de se gérer quand même. Ouais, c'est bien, c'est génial. Tu as déjà une vraie âme d'entrepreneuse, de se dire: «Allez, on y va et puis on verra, ça passe ou ça casse, on donne tout». Franchement, c'est assez respectable. Alors, on va faire un peu une petite, rétro, on va revenir, quelques années en arrière. Comment est-ce que ça démarre, un petit peu vie entrepreneuriale, cette vie dans le stand-up, dans la musique? J'imagine que c'est pas un monde dans lequel on arrive, en claquant des doigts. Comment est-ce que tu construis un petit peu tout ça? En quelle année ça commence? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, on va même aller encore plus loin que ça. Quand je suis arrivée à Montréal, c'était pas du tout prévu que je fasse, ce que je fais aujourd'hui. OK. Je devais rester 1 an. J'ai de la famille éloignée ici, qui m'ont permis justement, tu sais, de travailler avec eux et Ouais. et du coup, j'avais un visa de 2 ans qui s'est terminé en 1 an et j'avais le choix là de repartir en France ou de rester et OK. quand j'ai, trouvé en fait la possibilité de rester quand je travaillais plus avec ma famille, je suis partie, j'ai fait plein de petits boulots en agence intérim, les assurances, la Socan, j'ai travaillé dans plein de petites choses. Et entre-temps, je sortais beaucoup, j'ai rencontré beaucoup de monde. Et en fait, c'est à travers les rencontres que je suis rentrée dans ce milieu-là dont j'avais aucunement l'idée Ouais. auparavant. Et c'est comme ça, en fait, que tout s'est construit. Il y a que avec les rencontres qu'on peut rentrer dans ce monde-là, toi, tu penses?
Je pense que oui, parce que dans tout type de business, tu as besoin d'avoir un espèce de enfin, tu as besoin de rencontrer des gens, tu as besoin, en fait, de créer un réseau, pour que ce réseau-là, après, ben, puisse aussi, te savoir crédible par Mmh. rapport à toutes tes actions et Ouais. et C'est c'est un comme peu tes références pro, finalement? ouais, c'est les références pro, mais quand je suis rentrée dans ce milieu-là, j'étais pas dans un mode de travailler. Je prenais ça comme une expérience. J'ai fait beaucoup de bénévolat, beaucoup de festivals, beaucoup de 5 à 7, des expositions. J'ai travaillé dans des festivals de danse. Je me suis retrouvée dans la danse, la Mmh. musique, l'humour, c'est bien après, c'est en 2019. Tu imagines, moi, je suis arrivée en 2009, donc de 2009 à 2000, disons, 17-18, c'était Ouais, principalement dans la musique en fait où j'ai fait mes armes. OK. Donc en gros, suite aux rencontres que j'ai faites, j'ai rencontré, un producteur français et canadien. Ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient sur place Mmh. et c'est eux en fait qui ont commencé à tranquillement m'introduire dans le milieu de la musique, où eux commençaient OK. aussi à faire des gros concerts avec des artistes américains et français. Au fur et à mesure, ça a été, plutôt des demandes comme, «Eva, est-ce que tu veux bien t'occuper, tu sais, de la table de merchandising?» ou «Eva, est-ce que tu veux bien t'occuper, de l'after party, pour, Donc eux, en fait, ils étaient producteurs et exactement, ils t'ont fait rentrer un petit peu là-dedans de te donnant des petites missions, sur des concerts, des choses comme ça, c'est ça? exactement. Ça a été comme ça. Après, au fur et à mesure, bah, tu sais, j'ai rencontré, des personnes du milieu du hip-hop d'ici, dont Mmh. je connaissais pas du tout, l'existence auparavant et c'est comme ça après que, je les ai retrouvés 10 ans après en train d'exploser dans eux leurs projets, internationalement. Donc en fait, Ouais. on a tous évolué, en même temps et la beauté de la chose, enfin la beauté de la chose, c'est que c'est comme si ils m'ont légué, une partie de ce qu'eux faisaient avant parce que le français dont je te parle, le producteur, il est rentré en France OK. et ça va faire bientôt, 10 ans et Ouais. du coup, c'est comme si un peu, tu sais, il m'avait mentoré, il avait et j'avais pris un peu sa place, tu vois? Ouais, OK. Il t'a un peu préparé le terrain, il t'a formé, il t'a donné un peu les armes pour pouvoir, accomplir ce que tu as fait aujourd'hui? Alors, formée, je me suis formée toute seule. Ouais. Et effectivement, bah, les armes, c'est vrai que c'est un milieu qui est très demandant. C'est un Mmh. milieu qui est entouré d'hommes. Il faut arriver de suite, se faire respecter, se faire considérer et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Ouais, et j'imagine. pour faire l'ordre chronologique, en fait, c'est que, en fait, pendant les 10 ans quand lui, il est parti, bah, je me suis retrouvée justement à travailler avec des producteurs extérieurs qui me contactaient pour organiser justement des shows avec des artistes francophones, principalement français. Donc le fait que j'étais sur le terrain et que j'avais déjà un peu de connaissances et de réseau, j'ai Mmh. commencé après à travailler avec des labels comme, Universal, où je m'occupais des OK. conférences médias avec les artistes Ça, et c'est différent de travailler avec des labels? c'est différent dans quel sens? Tu veux dire au niveau de la production de spectacle? Ouais, est-ce que du coup, tu as des choses qui sont beaucoup plus grosses? Est-ce que tu as moins de liberté? Est-ce que tu en as plus? Est-ce que ça t'apprend plus? Est-ce que c'est vraiment, tant que ça impactant? Ben, en fait, tu sais, je me rappelle, d'une amie à moi qui s'appelait Laetitia Simon, qui était directrice justement, du label DEP, qui était une branche d'Universal, Mmh. en France. C'est elle qui s'occupait de ça ici et c'est vrai que, bon, bah, nous, on avait tissé aussi un lien d'amitié. Donc on s'échangeait beaucoup, les artistes, on s'était vus avec des IAM, avec des Stromae et cetera Ouais. et c'est impactant sur le fait que, OK, c'est cool, tu sais, tu collabores avec un label, mais quand tu travailles avec un artiste, souvent l'artiste, c'est pas question qu'il s'en fout du label, pas du tout, mais il considère le label, mais de l'autre côté, il va prioriser autre chose. Il va demander à son management, tu vois? C'est vraiment OK. 2 types comme ça. Après, c'est vrai que le label paye dépendamment, tu sais, si c'est des éditions, Ouais, ouais. c'est, tout le côté marketing et cetera. Mais non, c'est à peu près ça. Donc quand moi je travaillais avec eux, je faisais des conférences médias avec des artistes français
Mmh. Donc c'était soit un mandat comme ça ou sinon c'était, voilà, m'occuper vraiment des shows, jusqu'à des tournées et c'est là où après j'ai travaillé avec des artistes américains, plutôt dans le hip-hop, hein, principalement dans le hip-hop. OK. OK. Donc si je résume bien, juste pour, repartir un pas en arrière, donc toi concrètement, donc toi tu arrives à Montréal, tu faisais comme tu nous as dit plein de petits boulots à droite à gauche et en parallèle de ça, bah, on peut dire tu kiffais la vie, enfin tu sortais le soir, tu allais à plusieurs endroits. Tu as fait plusieurs rencontres et en gros, grâce à ce fit humain que tu as eu avec ces personnes-là, c'est eux qui t'ont en gros fait rentrer. En fait, eux, ils avaient aucun intérêt professionnel, en tout cas à ce moment-là, c'était juste parce qu'il y avait un bon fit et qu'ils t'aimaient bien, c'est eux qui ont voulu te faire rentrer dedans. Exact, Et c'est l'humain, ouais, qui parle. incroyable, c'est exceptionnel. Là, on voit la puissance du networking au final, c'est quand même, assez violent, ouais. 100. Puis après ces personnes-là, bah, le fait que j'étais sur le terrain, j'ai aussi un autre type de visibilité. Mmh. Donc après, tu sais, c'est vraiment des plus grosses plateformes qui m'ont contactée, comme j'ai eu la chance de travailler avec le Festival Mural sur les 4 premières années de leur création. Les producteurs, les fondateurs m'ont fait confiance. Et c'est vrai que bon, bah, dans les 4, 5 premières années, bah, ça a été, tu sais, un gros boom. Tu avais des gens de l'international qui venaient. Je me rappelle, je m'occupais à un moment donné, je crois, sur une deuxième ou troisième édition d'une cordeau artistique, parce que je m'occupais du VIP avec tous les artistes. Ah ouais, donc ils t'ont vraiment mis, tu étais au cœur du truc, quoi. Tu étais en lien direct avec les artistes, avec, ceux qui étaient sur le devant de la scène, quoi. Ouais, ben en fait, j'ai eu plusieurs mandats, dans les éditions. Le premier mandat, si je me rappelle bien, j'étais coordinatrice de rue, donc c'est sur 2 kilomètres. On est entre OK. Sherbrooke et Montréal pour ceux qui habitent à Montréal. Donc ça veut dire que, tu sais, il y a un des fondateurs qui supervise un peu tout, puis moi je suis la cordeau sur place. La deuxième, c'était créer en fait tout l'espace VIP, du festival avec, toute l'équipe. Donc tu sais, organiser tout le lancement VIP. Par exemple, je me rappelle, tu avais Guy Laliberté qui débarquait, tu avais grave de célébrités, tu vois? Et moi, Mmh, ouais, bien je sûr. savais même pas qui c'était. Ouais, Je me rappelle, Guy Laliberté arrive, on s'entend, c'est le fondateur du Cirque du Soleil. OK. Montréal, c'est nature peinture. Ouais. Donc, tu sais, les gens, ils sont pas là dans le bling-bling comme en France ou ce genre de choses. Mmh. Et je me rappelle, j'avais ma liste, je fais: «Oui, bonjour, vous êtes qui?» Et là, il me dit: Mmh. «La liberté». Et là, j'ai un fondateur qui arrive et tout, me dit: «Ah, vas-y, c'est bon, on s'en occupe». Je fais: «OK». Ah waouh! Donc, il y a eu Incroyable. ça. Et après, la troisième année, ouais, j'ai bossé 3 ou 4 ans avec eux. En tout cas, la troisième année, je m'occupais vraiment de toute la partie artiste, Mmh. musique. Donc, tu sais, j'ai eu la chance de collaborer avec Ketranada. À l'époque, tu sais, avant il explose, mais il était déjà assez connu. Asapiams avant qu'il décède. Ah ouais. Tu sais, il y a eu Post Malone dans ses premières années avant, tu vois, genre Ouais, l'explosion. d'exploser. Donc tout ça, c'est des artistes avec qui, tu sais, j'ai pu, disons, collaborer Ouais, bien la sûr. partie logistique scène pour ce type de festival-là. Ouais, c'est ouf. C'est des rencontres de dingue quand même, j'imagine quand tu commences, là-dedans, enfin et en plus, surtout 10 ans après, j'ai l'impression parce que comme tu nous disais, au moment où tu les rencontres, c'est pas forcément qu'ils ont déjà explosé ou qu'ils sont ultra, ultra connus. Ils commencent à faire un peu leur bout de chemin, mais quand tu prends en rétrospective 10 ans après, tu te dis: «Putain, bah, moi je l'ai fait rentrer dans ce festival, il était presque pas connu et aujourd'hui c'est une immense star». Ça doit être ouf de prendre le recul comme ça. Ouais, ben c'est vrai que, tu sais, toutes les personnes qui s'occupaient du booking, Mmh. bah, eux aussi, je pense qu'ils avaient un espèce de regard avant-gardiste. Et du OK. coup, c'est ça qui a créé, tu vois, genre, leur booking à eux. Moi, bah, tu sais, j'ai juste coordonné, puis en même temps, je m'occupais de tout le management sur scène, avec, tu sais, la régie et cetera et cetera. Mais c'était très intéressant. Et après, en solo, quand je dis en solo, avec un producteur, en fait, extérieur Montréal, en américain, j'ai travaillé avec French Montana, OK. qui est venu en fait à l'Olympia. Et j'avais fait avec un ami à moi, d'ailleurs dédicace à lui, il s'appelle Iso. On avait fait la tournée de Bow Wow. OK. Donc, OK. je sais pas si La tournée en France ou en Amérique du Nord. En en Amérique, Amérique du Nord? Montréal, Québec, ouais, exact. OK. OK. Donc, Ah ouais, c'est ouf, c'est ouf. c'est ça. Mais
Et ça à ce moment-là, tu as pas envie parce que ça dure quand même 10 ans, Ouais, tu te lasses pas, non, qu'est-ce qui te fait je que travaille tu à côté kiffes, encore. OK, tu bosses à côté, mais est-ce que tu as pas envie de te dire, «OK, c'est un monde peut-être qui me plaît énormément», hem, parce que tu as quand même mis en fait, mon point, c'est que tu as quand même mis 10 ans pour ensuite te dire: «OK, bah, je vais me lancer toute seule et faire un petit peu ce que je veux faire». Hem, mais 10 ans, c'est beaucoup, non? C'est beaucoup, mais comme je te dis, je pense que j'avais pas le recul. J'avais pas le recul de se dire, «OK, comment tu crées une entreprise? Est-ce que c'est vraiment Mmh. Ouais. quelque chose qui fait ça?» C'est d'habitude, en fait, je veux pas dire d'habitude, mais j'ai l'impression, en fait, que là, c'est le métier qui est venu à moi et c'est pas moi qui suis allée chercher le métier. Ouais, En fait, il y d'accord. a tellement toutes les étoiles qui se sont alignées dans ces 10 Ce dernières qui années est malgré très rare en général. c'est ça, tu sais, malgré toutes les galères que j'ai eues, parce que, OK, c'est bien beau de rester avec des artistes et de shiner avec eux, mais de l'autre côté, il y a énormément de travail. Tu peux ne pas avoir de considération dans ce que tu fais, de respect. C'est Mmh. un milieu qui est très requin, et encore plus quand tu es une femme. Je me suis pas retrouvée trop dans cette position-là, mais c'est vrai que j'ai dû moi-même me faire mes propres preuves avant de faire les preuves aux autres. Ouais, ouais, c'est dingue. C'est fou. Bravo, pour toutes ces années-là où tu as quand même rencontré des grandes personnes et puis tu t'es fait un peu toute seule jusqu'à la tes premiers projets et la création de ton agence. Tu veux nous en dire un peu? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu étais seule? Tu étais accompagnée? Qu'est-ce qui s'est passé au départ? Alors, Raconte-nous. pour expliquer un petit peu, tu sais, les aléas de Ouais, l'entrepreneuriat, moi, j'avais une agence que j'ai ouverte qui s'appelait Roseva Productions. Je l'ai ouverte, il me semble que c'était en 2016, non 2014. C'était justement au moment où je travaillais dans la musique et tout, avec la personne avec qui j'avais créé la tournée de Bao. On avait monté un événement qui s'appelait Urban Music Celebration, qui rassemblait toute la scène urbaine à Montréal. Donc, tu sais, en plus de ça, je travaillais aussi avec des Français, des mmh, artistes français, donc il y avait la crédibilité aussi par rapport à cette édition-là. Et en fait, le point dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes sont venues et il y a eu un, comment je pourrais dire? En gros, je me suis lancée à ouvrir justement cette agence-là parce que je me sentais légitime de le faire et prête. oui, Et à la fin du compte, quand j'ai vu comment était le milieu et les personnes aussi avec qui je travaillais qui n'étaient pas non plus les meilleures mmh. dans tout, parce que tu as beaucoup aussi, tu sais, de gens très fake, des gens, des beaux parleurs et tout, et cetera. Surtout dans ce monde-là, j'imagine? Surtout dans ce monde-là. Ouais, Hem, j'ai, j'ai dû, vu que, tu sais, j'avais travaillé fort et tout pour l'image aussi que je m'étais créée au bien sûr, ouais, ouais. l'industrie, bah, à un moment donné, j'ai collaboré avec une mauvaise personne et OK, inconsciemment, c'est ça qui m'a fait arrêter et fermer mon agence. Et c'était une agence OK. de production de spectacles aussi et d'événementiel. Donc ça, c'est en 2019? Non, non, 2014. Ah, en C'est 2014 toujours, OK. la La première toute agence première. exactement. Où là, OK. je suis allée trop dans le speed. Ouais. Je me suis trop lancée, trop rapidement. J'avais ni les tenants, ni les aboutissants. Je me suis dit: «Allez Bon, de hop», toute façon, c'est dans les échecs qu'on apprend et au exactement, final, c'est ce qui a permis d'avoir une bonne base solide sur laquelle tu pouvais t'appuyer plus tard, quoi. exact. Hem OK. et puis, au fur et à mesure, en fait, des années, je me suis rendu compte que Montréal était vraiment, tu sais, une plateforme artistique. Donc, tu avais à la fois, tu pouvais retrouver à la fois des artistes donc de musique, avec des humoristes, avec des gens du cinéma, enfin bref. Et sur des soirées, dans des 5 à 7, c'était quand même assez, tu vois, genre easy. Je te parle de Alors, ça. je sais pas si on l'a dit, mais les 5 à 7, c'est les after work, hein, ce qui se Ouais, passe ici. Parce que, heu, faut on l'avait dit déjà dans un précédent épisode, mais les gens n'arrivent pas trop à comprendre que, les gens à Montréal arrêtent de travailler à 17 heures et c'est normal. C'est OK. En France, je sais que c'est beaucoup plus tard, mais du coup, les after work ici, c'est vraiment de 17 heures à 19 heures, donc de 5 à 7, quoi. exact. Et ils vont dormir à Puis 21:00 du coup les gens, si je comprends ouais. Ouais, bien? c'est ça. OK. Hem,
Et puis, donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, grâce en fait à une amie à moi, et non, même pas. Même avant ça, je rencontre un humoriste, mais je suis pas du tout dans le milieu de l'humour. Je suis là, je le fais juste kiffer à droite à gauche, je l'emmène au resto, si ça machin. On garde une super bonne connexion. C'était Mmh. Donnell Jacksman. C'est le premier humoriste que j'ai rencontré à OK, Montréal OK. et qui connaissait aussi des gens, tu sais, avec qui je bossais dans la musique. Et, et en fait, à travers bah, tu sais, sa rencontre, j'ai rencontré un petit peu plus tard un artiste qui est devenu après aussi une célébrité qui s'appelle Bunaimin, OK. chinois marrant. Et Ah mais c'est dingue, il se passe un truc quoi, on dirait que les gens que tu rencontres, comme ça, qui ne sont pas connus aujourd'hui, sont quand même des grosses stars que ce soit dans le hip-hop ou que ce soit dans l'humour français. Donald Jackman, c'est quand même c'est quelqu'un aujourd'hui quand même, je crois, dans l'humour Ouais. français, non? 100 Ouais. et puis, en gros, en fait, ce qui est fou, c'est que quand j'avais rencontré Donnell, j'avais pas rencontré sa productrice encore et Mmh. c'est quand j'ai rencontré Boone quelques années plus tard avec d'ailleurs, Steve Tran qui est un ami à moi, il m'a connectée en fait avec sa productrice, à Paris, OK. mais vraiment en mode, tu sais, genre elle va venir au festival Juste pour rire, genre, check là et tout et cetera et en fait, c'est là où j'ai rencontré justement, sa productrice et on a super bien sympathisé. Au moment où elle est venue sur Montréal, moi je devais partir en fait en France, donc je lui ai juste donné, tu sais, un resto pour qu'elle rassemble tous ses artistes et cetera à cette période-là Ouais. et quelques mois plus tard, donc je rentre à Montréal, elle repart en France, elle me contacte et elle me dit: «Écoute Eva, il y a un artiste, de mon roster qu'elle produit, qui veut faire un truc de fou, un truc qui n'a jamais été vu au monde. C'est à Montréal, c'est pendant la journée de la légalisation du cannabis. OK. L'artiste voudrait faire fumer tout le public, en genre weed, etc. Et elle voulait en fait que je lui trouve une salle. Et en fait, au fur et à mesure, on a discuté et en fait, on est arrivé à faire comme une collaboration officielle, elle et moi. Et Mmh. j'ai trouvé la salle. Il faut L'artiste aller la est trouver la salle et présenter, «Salut, on va faire un spectacle, un concert et tout le monde va fumer». en fait, Il faut la trouver. la salle, c'est une salle, c'est genre qui est assez underground, qui s'appelle Mmh. Le Belmont. Et je connaissais très bien le propriétaire d'ailleurs aussi, tu sais, qui me suivait depuis OK. des années. Donc, tu sais, lui aussi, il a un peu bah, sauté sur l'occasion, oui. Mais de l'autre côté, il savait qu'il y avait des choses carrées qui pouvaient arriver Ouais, aussi ouais, bien sûr. en termes d'orga. Et ça pouvait aussi lui donner une belle visibilité, tu vois, si en plus c'était Mmh. filmé. Ouais. Et donc en gros, l'humoriste vient, donc c'est Noman Osni, et je m'en rappelle, c'était fou parce qu'il appelle une pote à elle et lui dit: «Ah, ok meuf, il faut rouler genre 200 ou quelques 200 joints ou 100 je sais pas quoi, combien de joints». Moi je suis comme: «Dans quel monde je suis? Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Genre, moi je C'est bois énorme. pas, je fume pas et tout, etc. Et là je me dis: bon, ok, vas-y, let's go, on est déjà dedans, donc c'est parti. Et donc, le soir du show arrive, puis on s'entend, vu que c'est la première journée de légalisation, tu as la police qui est partout, là, Ah ouais, bah oui. dans la ville. Et on se dit: Mmh. «Allez, c'est pas grave». Puis, Noman pose les caméras et tout et décide donc de le faire en live. Et là, le show se passe extrêmement bien. On arrive à capter ça, les gens fument. Moi, je balance les barres de chocolat parce que tout le monde était défoncé à la fin Ouais. du show. Man, il arrive genre comme un roi, tu sais, genre sur le stage, il dit: «Ah OK, let's go, ça y est, je l'ai fait». Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des répercussions positives. C'est que quand, il a linké en fait la vidéo sur YouTube, on est arrivé à plus, presque à 1 million de vues en moins de Waouh! 1 mois. Donc OK, Waouh! c'est bah, énorme. c'était un truc de fou, ça a été incroyable. Et en fait, sur la vidéo, ben, on me voit, Mmh. il y a bien marqué collaboration, il y a mon nom, et cetera. Et je me rappelle, le lendemain, je recevais des messages sur mon WhatsApp de personnes, je me disais: «Mais c'est qui lui? Mais je crois que je l'avais». Et en fait, Incroyable. c'est comme ça que ça s'est créé, que je suis rentrée dans le milieu de l'humour parce que OK. le lendemain,
Donc, Noman me présente en fait à une amie à lui. Et en fait, avec elle, justement, c'est là où bah, je crée le Joker, qui est le comédie show en fait aujourd'hui, que j'ai repris, puis tu sais, rééditionné comme je le voulais. Et Ouais, donc avec elle, on travaille ensemble, on monte ensemble de 2019 à 2022. OK. 2019, vu que là, bah, tu sais, je suis un peu plus solide, même si je continue à travailler à côté, je me dis, OK, ben là, je vais lancer mon agence. Donc là, je lance mon agence Aswan Production. Donc là, Toute c'est une seule? production de spectacle, exactement toute seule, OK. Ouais. dans la musique et l'humour, du coup, par rapport aux deux domaines que, en fait, je Ouais, commençais à kiffer parce que je découvrais aussi l'humour ouais. entre-temps. Et c'est de la production de spectacle. Je me dis, bah, OK, bah, l'agence va justement, tu sais, produire le Joker. OK. Puis, donc ça, c'est en 2019. On commence à faire une première édition en juin au Belmont, là où j'avais fait Noman. Ça explose. Quand je te dis ça explose, genre dans les premières éditions, on avait Paul Mirabel avant qu'il explose, tu vois. Ah ouais, Waouh, ouais, encore, Genre, incroyable. encore un. dans Putain, la salle, je incroyable. me rappelle, sur cette édition-là, il y avait Redouane Bougueraba, il y avait Ahmed Sparrow. Redouane, il n'avait Waouh! même pas encore pris, tu vois, genre la scène. Et je me dis, bah attends, c'est une dinguerie que genre il était au Belmont et que là maintenant De Ouais, il est devenu, tu vois. Je me de ouf, rappelle, bien sûr. on avait des petites discussions sur les marges d'escalier à côté d'une chicha à Montréal. Genre, ah, qu'est-ce que tu voudrais faire et tout. Mais tu sais, c'était complètement dingue, tu vois. Bah ouais, ouais, Je carrément. respecte tellement tout ce qui se passe et je suis vraiment contente pour tout ce qu'il est en train de faire en France, mais de voir cette évolution, c'était incroyable. Et donc, Ouais. en gros, cette édition-là a permis après de partir sur une année full en prod au théâtre Sainte-Catherine pour mettre le Joker, tu vois, en show. Et donc, du coup, Mais comment le covid à ce moment-là, il impacte pas ton activité? attends, justement, j'y arrive. ouais. Je Et me disais: «C'était trop beau là, 2019, on s'approche de 2020». c'est ça. Et donc là, je me dis, OK, vas-y, je dis, tu sais, avec mon associé, je dis, OK, let's go, on va faire le show à Sainte-Catherine, nanana, puis tu sais, on va payer pendant les mois et tout, machin, machin, bref. Sauf que là, on lance la première édition, la deuxième, la troisième, et là, le Covid arrive. Mais nous, Waouh. on voulait prévoir toute l'année, tu sais, genre Ouais. au théâtre. Donc on est comme, oh my god, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, on était sur une bonne lancée. Et là, il y a tout qui retombe à l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en fait, quand tu es entrepreneur, il faut toujours que tu essayes de trouver des innovations et tu sais, genre des options pour essayer tu sais, de rehausser le truc. Donc, euh, ma vision, moi, c'était vraiment sortir autant d'une zone de confort et surtout d'aller chercher un peu l'originalité. Donc, ce que j'avais dit en fait à mon ex-associé, je lui avais dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que vu que toutes les salles sont fermées, on va créer en fait le Joker dans un studio de photos qui peut accueillir la distanciation et en même temps, une espèce de capacité où les gens peuvent quand même venir et je parle entre 80 et 100 personnes. Ouais. Attends, Le, faut que t'expliques ça 2 secondes là. C'est-à-dire mettre ça dans un studio de photo là, bon, je t'explique. En ouais, gros, j'avais rencontré une nana super adorable qui a créé, une française d'ailleurs, qui a créé en fait un studio d'ailleurs qui s'appelait le Focus Studio. ouais, Et j'ai fait quelques éditions en fait dans son studio parce qu'en gros, ce qu'on s'est dit, c'est toi, tu as un bed de studio, il est vide, bah il est vide. Tu sais, genre là, tu peux pas non plus trop faire des trucs. Viens, genre, je link ma soirée d'humour là-bas et on voit après comment ça se passe et tout, etc. Et entre-temps, vu qu'il y avait le Covid et qu'il y avait des avions qui ne pouvaient plus décoller, des fois ouais. en ville, tu avais des célébrités. Donc j'ai eu Farid, j'ai eu, tu sais, Ah d'accord, OK. et j'étais un peu, tu sais, genre le comedy show, tu sais, qui roulait un peu, tu vois, pendant la pandémie, avec Ouais. la distanciation, comme je disais, les masques, les ci, les ça. Donc on n'a pas fait, tu sais, énormément d'éditions, mais juste pour te dire. Puis, dans cette foulée-là, parce que bah, ça roulait quand même, tu vois, les gens voyaient ce qui se passait et tout, etc. Moi, j'ai créé un live Instagram pendant presque un bon 5-6 mois
où je mettais en avant justement les artistes avec qui j'avais travaillé pour aller rechercher un peu, tu sais, le côté humain. Donc des coups de cœur artistiques, des célébrités, des gens, bah, c'est ça, comme tu dis, avec qui je collaborais. Et, du coup, ça s'est super bien passé parce que je me suis créé une communauté. Et des fois, bah, j'avais plutôt des personnes qui me disaient entre la France, écoute, le jour où je viendrai en vacances, tu sais, je viendrai voir tes shows et tout, etc. Et ça s'est créé comme ça. Puis Paris arrive. Donc, en gros, moi, mon ex-associée, c'était une Parisienne. Et on avait en fait des possibilités éventuellement de faire voyager le projet pendant la Covid. Alors comment, quoi, on ne sait pas trop, mais on s'est dit, vas-y, en 2021, on va faire un truc. Puis 2021, le Joker, qui était vraiment sur une pente, tu vois, un crescendo et tout, un peu, tu sais, de notoriété. Après, j'expliquerai ce que c'est le Joker. On s'est dit, OK, on va faire 2 shows à Paris. Donc, on a fait un show à Paris au point virgule, complet, où là, on avait fait venir Maxime Martin, tu sais, qui est un humoriste connu québécois et d'ailleurs qui travaillait aussi avec la prod avec qui j'avais bossé avec Noman à Paris. Et on a fait après l'ambassade du Canada sur les Oh, Champs-Élysées. OK, trop stylé. Wow. Ouais. Ou d'ailleurs, je fais un petit aparté où j'avais booké Eclipse, qui, tu sais, pour faire tu sais, l'interaction hosting, beatbox et tout. Ouais, Eclipse est à Montréal actuellement, mais ça, j'en parlerai après. OK. Mais c'était un petit aparté. Et donc c'est ça. Donc, on part faire le Joker à Paris. On est complet. Les gens, justement, qui me suivaient aussi sur le live sont venus sur les shows. Donc là, j'ai vraiment, tu sais, comme créé un truc. Après ça, je rentre à Montréal et je me dis, OK, de toute manière, les salles de spectacle, c'est toujours compliqué. Donc là, j'ai contacté une directrice de vente d'un hôtel qui venait de se construire, qui s'appelle l'hôtel Montville. Et OK. au culot, Qui est trop, trop stylé d'ailleurs, trop vraiment, vraiment chouette cet hôtel à Montréal. c'est vrai parce que toi, tu es venu sur le J'étais venu sur une édition du Joker, ouais. c'est ça. Ben, je vais peut-être expliquer c'est quoi le Joker avant de Ouais, continuer. Ouais. Mais en fait, en gros, le Joker, c'est un plateau d'humoristes francophones. Donc, c'est vraiment pour mettre en avant les talents émergents. La programmation est secrète. Donc, des fois, tu as des talents émergents, des célébrités, mais c'est une soirée de rodage. Et c'est pour un public, disons, plutôt presque 100% français. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les artistes, ils adaptent un peu leur texte pour faire un clin d'œil. Donc, si c'est des Ouais. Québécois, ils adaptent un peu leur texte à la française. et ça, il y a rien de plus marrant que ça, je crois. Les Québécois qui adaptent, le texte au français, c'est Att- assez marrant. Attends, mais ça veut dire que tu prends un ticket, tu sais pas c'est quoi la line-up en gros? Enfin, Exact, c'est surprise? exact, Ok, exactement. trop Et bien. donc, en gros, pour revenir donc justement sur l'hôtel, donc là, elle me dit, écoute, en gros, j'aime ta folie. Nous, on n'a pas de soirée d'humour. En plus, c'était la première soirée d'humour, tu vois, à être dans un hôtel. Et donc là, on est dans un hôtel 4 étoiles, penthouse, 20e étage, où tu vois toute la skyline de Montréal, enfin vraiment folie. Et là, je me suis dit, OK. Donc là, elle me donne l'opportunité de dire, c'est bon, tu peux faire une première édition. Mais moi, en arrière, j'ai grave de pression. Je me dis, OK, en un mois, il faut que je remplisse la salle. Si ça, il y a des gens qui connaissent pas le Joker, etc., etc. Et en fait, première édition, complet. Deuxième édition, Waouh. complet. En Troisième, quelle année c'était la première édition? c'était en 2000, avec l'hôtel, c'était en 2022. OK, Oh. d'accord. Ouais, c'était en 2022 et j'ai fait comme à peu près 3-4 éditions. OK. Voilà, 3-4 éditions. Puis, donc, pour continuer la chronologie, toujours avec mon ex-associé, ce qui s'était passé, c'est qu'en 2022, avant qu'on décide de plus travailler ensemble, on a fait la première édition du Jamel Comedy Club à Montréal. Ok, waouh. Donc, Waouh, OK, le Jamel Comedy Club, le vrai, quoi. le OK. vrai, c'est vrai. On a fait 2 Olympiades, 2600 personnes Waouh, Waouh. mais attends, là, tu étais en productrice, du coup? productrices. Alors attends, OK. justement, j'aimerais juste faire une pause quand même, juste faire une pause pour qu'on comprenne, même pour nos auditeurs. J'aimerais bien que tu nous expliques déjà ce que c'est d'être producteur, parce que tu parles je parle avec telle productrice, telle. Moi, j'aimerais comprendre aussi la différence qui m'intéresse beaucoup, c'est la différence entre un agent d'un artiste et un producteur d'un. Je sais pas si c'est le même métier ou si c'est différent, mais Alors, juste c'est qu'on comprenne différent, un peu. Ouais, absolument. voilà. Donc, en fait, un agent, ce qui va se passer, c'est qu'il va te prendre un pourcentage
sur toutes les ouvertures de contrat de l'artiste. Donc en gros, il prend pas réellement de risque. Un Ouais, producteur, c'est celui qui met l'argent. qui met l'argent, quel investisseur C'est dedans. l'investisseur, en fait, en Ok, gros. Ça veut dire que, par exemple, que ce soit pour le Joker, si moi, j'avance pas l'argent, je peux pas créer, en fait, mes spectacles, je peux pas aller chercher mes fournisseurs, je peux pas aller payer les artistes, etc. donc ça veut dire que toi, tu mets l'argent, tu payes l'endroit, tu payes les humoristes, tu payes l'alcool, enfin, tu payes tout ce qu'il y a avec Exact. et tu en fait que vendre tous tes tickets, quoi. C'est ça, en fait, ton Exactement. retour sur investissement, en gros. C'est exactement ça. Ouais, faut être bien accroché, hein. Ouais, Parce que la production en tant que telle, ton seul revenu, à moins si tu es sponsoring, à moins si tu as une subvention, ouais, etc., ou à moins que tu trouves un local où tu as ton propre permis d'alcool et que tu puisses vendre, en fait, tu vois, genre, ton propre alcool, tu prends que ta billetterie en termes ouais, waouh. de revenus, de recettes. OK, et j'imagine que tu fais aussi pas mal de pubs aussi, beaucoup de promotions à Beaucoup, côté? beaucoup, beaucoup de promos. En plus, j'ai une personne extraordinaire qui travaille avec moi avec l'agence, Ouais. qui s'occupe vraiment de tout mon marketing et des stratégies aussi. Et c'est pour ça que c'est aussi très important, tu vois, de bien s'entourer et Mmh. d'avoir des personnes qui ont la même vision Ouais, aussi, tu vois. Donc, ouais. tout ça, oui, c'est des personnes que je paye. Exactement. OK, et du coup, donc ça va se schématiser comment, du coup, par exemple, avec le Jamel Comedy Club à Montréal? Ça veut dire que toi, quand tu dis que tu le produis, c'est-à-dire que tu fais exactement la même chose? Concrètement, tu vas chercher les artistes, les payer, trouver le lieu et aussi prendre le pari de vendre, en gros, tous tes tickets? Exactement. Ben, en fait, disons la belle, le, le, le beau challenge, c'était que ma première grosse production de spectacle, parce que tu sais, le Joker, c'était du 100 personnes et tout, etc. Là, comme je dis, c'est du Ouais, 2500 que tu fais deux fois l'Olympia. waouh. C'était de dire, tu fais venir 8 personnes. Parce que là, tu as les 6 artistes. Après ça, tu as le directeur artistique et tu as le régisseur. Plus, si vous voulez rentrer dans les détails, comment ça fonctionne, ben, tu dois négocier ton achat de spectacle parce que c'est toi en fait euh, donc c'est toi qui négocie l'achat de spectacle avec la production du Jamel. Après ça, la production du Jamel, bah, eux, bien sûr, hein, ils ont des corps bien spécifiques pour le marketing, tu dois valider toujours avec eux, ce qui est totalement normal. Mais après, pour tout ce qui est ici, tu as le libre arbitre. Donc après, c'est toi qui connais le terrain, tu vois. Ouais, Ouais, donc tu dois aller chercher les bons fournisseurs, le bon matos, tout ça, quoi. Exactement. Et là, figure-toi que j'avais pas lancé la programmation, c'est-à-dire que personne ne savait qui y avait. Et on était sur une édition avec des talents émergents de la troupe. Donc, OK. tu sais, je veux dire, il y avait pas, c'était pas comme les C'était gros. pas des gens connus, Exactement. Et là, ouais. tu te dis, waouh. So, clairement, tu sais, le label de la troupe du Jamel, c'est un truc énorme. Tu sais, il y a énormément de Français maintenant à Montréal. On est plus de, je crois, 150 000 ou 200 000 depuis Mmh. ces dernières années. Donc, c'est vrai que le Jamel, ça ramène la nostalgie. Tu penses à Jamel Debbouze, tous les anciens, tu sais, qui sont passés, les Bouées, bah, d'ailleurs, les Blanches Gardin. Enfin, tu vois, tous ceux qui se sont Ah fait ouais, connaître d'accord, qui OK. aujourd'hui explosent. Ouais. Donc, T'as affaire avec Jamel, dans ce cas-là ou pas du tout? Enfin, j'ai, non, j'ai ça se affaire passe comment en fait? au Enfin, c'est une marque, c'est quoi? C'est une franchise au final le Non, Jamel Comedy? non, non, C'est c'est en fait, c'est vraiment l'original et Ouais, donc si tu veux, Jamel, il a une équipe, même si c'est lui, tu sais, qui est l'image, en fait, ouais, du c'est ça. théâtre et l'équipe, c'est un directeur de prod et après, tu as celui qui s'occupe de toute la DA, donc le directeur artistique et c'est vraiment avec eux, tu sais, que je négocie, tu sais, que ce soit pour, l'achat de spectacles ou pour les artistes aussi, parce que moi, si je veux certains artistes et qu'ils ne sont pas disponibles, j'ai besoin de savoir, OK, tu sais, les équivalences, qu'est-ce qui peut fonctionner sur le marché, etc. Waouh, ouais. Donc, c'est vraiment du sur-mesure, entre parenthèses. Donc, on a fait en 2022, tu sais, donc le Jamel. Après ça, donc on décide de plus travailler ensemble avec mon ex-associé. Et donc là, je reprends tout toute seule. Le Joker. Et je me dis, OK, là, c'est le moment. Je reprends le Jamel avec une nouvelle édition d'artiste. Toute seule? Toute seule. Sauf que là, je OK. pars encore plus dans une folie et je me dis,
mais je vais pas faire que Montréal, je vais faire New York. Ouais, Waouh. Donc, du coup, là, donc je leur vends, tu sais, genre New York et tout ça. Et ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que le behind the scenes, c'est quand tu bookes des artistes, c'est qu'il y a tout qui peut se passer. Et moi, j'ai eu ouais, une j'imagine. situation où j'ai 2 artistes qui ont dû annuler en dernière minute et heureusement que j'avais pas annoncé la programmation Ouais, pour différentes façons, pour différentes raisons. Mais ça, c'est des choses que personne ne sait. Eux, ils vont ouais, te bien dire, sûr. OK, tu viens à ton spectacle et c'est bon. Mais la responsabilité, tu as les billets d'avion, tu as les vols, tu as l'hôtel, tu as ci, tu as ça, tu C'est vois. un énorme management, énorme management. C'est énorme et tu as 6000 kilomètres pour le gérer. Parce que Waouh. Waouh. tu sais, tu gères avec Paris, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Ouais. Et mais bon, bref. Donc la beauté de la chose, et c'est pour ça que je me disais que vraiment les étoiles étaient toujours bien alignées, c'est que à la fin, enfin à la fin, disons aux 3 derniers mois avant d'avoir le show, ben là j'ai la production du Jamel qui me dit écoute Eva, on peut avoir Paul Mirabel. Et là je te parle de 2023. Donc il a déjà explosé. Déjà assez connu, Donc ouais. il a déjà explosé, mais je pouvais pas l'annoncer Ouais. parce que son management ne voulait pas. Waouh, tellement frustrant. J'imagine que ça doit être tellement frustrant. Hyper frustrant. Et après j'ai dit ok d'accord, donc le management ne veut pas, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, enfin tu sais, il y a quand même un ordre chronologique. Tu restes quand même prod à un moment donné Mmh. et tu dis ok, si la management ne veut pas pour l'Olympia, eh ben je vais tu sais, l'annoncer à ma façon quand il sera à New York, vu que New York c'était la première, le premier show en fait, avant Montréal. Ouais. Et, et donc ben là, on fait le show complet. On a une super belle line-up et Paul Mirabel qui arrive à la fin. Et là, c'est Ah, l'explosion. incroyable. Tu vois, Bah, ouais, bien la sûr. folie. Et là, les gens comprennent que bah, le spécial guest pour Montréal, c'est Paul. Ah oui? Sauf que tu sais, genre dans tout ça, il y a aussi d'autres trucs qui arrivent à 72 heures, tu vois, genre du spectacle. Ouais. Et tu te rends compte que il y a une personne qui s'occupait aussi en même temps que Paul, de Paul, après mon show, qui, bah, je reçois des messages et tout, des gens qui me disent, mais va, mais attends, mais Paul, il a été annoncé dans une autre salle. Je fais, non, mais attends, mais comment ça, il a été annoncé dans une autre salle et moi, je peux pas le dire dans une salle de 1300, c'est quoi ce truc? Et c'était une salle de 80 personnes, tu vois. Waouh. Ouais. Et en fait, ça m'a bypassé. Genre le suspense que moi j'étais en train de travailler, tu vois, genre depuis Ouais. Tout s'effondre. et tout. Et là dans ma tête, je fais non, mais écoute, je crois que cette deuxième édition là, elle a été, il fallait Ah ouais. prendre respiration, tu vois. Comme Et je dis, il faut être bien accroché quand même, hein. Faut ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Puis là, tu sais, bah, j'étais seule, mais je me suis dit ok, je suis capable de le faire, tu vois. Mmh. Et en fait, ça a explosé. On a fait un super truc. C'est que ce soit sur la première ou la deuxième édition, Jamel Debbouze, il a reposté Ouais. Waouh. en disant, bah, Montréal, New York, enfin, même pour lui, le fait que ces artistes partent aussi à New York sous son label, c'est un peu, Ouais, bien tu vois. sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, Non, c'est dingue. en gros, c'est ça. OK. Et après, bah, l'agent. Le Joker, ça continue à tourner. C'est quoi? C'est à peu près une fois par mois, un peu plus, un peu moins? Comment ça se passe, aujourd'hui? Alors, le Joker, c'est une fois par mois. OK. 2024, j'ai testé en fait parce que je me suis dit, il y a beaucoup en fait d'humoristes français qui viennent fouler les grosses salles. Mais ça ne veut pas dire que souvent les gens ont fait une étude de marché ou ce genre de choses. Et moi, Mmh. j'aime y aller doucement, tu vois. Donc je me suis dit, pourquoi pas maintenant ramener des humoristes français au lieu de faire le plateau, faire un deuxième concept, monter leur one-man show directement dans la salle du Joker. Donc ça veut dire qu'ils viennent faire leur heure de spectacle OK. pour en même temps mettre en avant un artiste local, Mmh. rencontrer leur public, créer déjà des liens Ouais. avant de pouvoir fouler les grosses salles. Et comme ça, moi, j'avance avec eux jusqu'à éventuellement tourner Amérique du Nord, tu vois. Ah ouais, non, c'est stylé. Puis même pour eux, j'imagine que du coup, ça doit être beaucoup plus rassurant de pouvoir commencer peut-être dans une petite salle et se dire: «OK, mes blagues, elles fonctionnent aussi, outre-Atlantique et du coup, on peut y aller un peu plus loin, quoi». Exact. OK, trop cool. Hem,
Du coup, en 2024 à peu près, évidemment, Eva Rosting ne s'arrête jamais et du coup, tu lances un autre projet, les soirées Wayback, Oui, c'est ça? oui, C'est ça, c'est le petit côté musique qui te manquait. oui. Comment est-ce que ça s'organise? Comment est-ce que ça se présente au départ? Alors en fait, Way Back, ça remonte, parce que Way Back en fait, c'est, la réinitialisation d'un projet qui existait déjà. Donc en gros en 2017, la musique me manquait, même si je l'avais quittée. Et je me suis dit, pourquoi pas monter une soirée à thème années 90-2000, mais que française. Rap, R&B, 100% français de ces années-là. OK. Et je me rappelle, ça avait explosé. La pandémie est arrivée, j'ai arrêté. Ouais. Ouais. 2019, j'avais fait ça avec une copine. 2019, je me dis, OK, ben là, je reprends tout. Pour relancer en fait l'édition, je vais ramener Kamel d'Alliance Ethnique. Bon, ben, en plus, Kamel d'Alliance Ethnique, lui, il est plus sur la scène depuis super longtemps. Il produit maintenant, il habite à Los Angeles. Je me dis, moi, c'est quelqu'un que, tu sais, j'ai énormément de respect. Et puis, c'était un idole, tu vois. Enfin, c'est un idole façon de parler. Ouais. Je Ouais. et sur ses sons et tout. Et au culot, je l'ai contacté sur Instagram. Je lui dis, hé, salut, nanana, nanana. Du coup, il m'a répondu, je fais ah, et il m'a répondu. Et, Incroyable. et en fait, à partir de là, on a commencé à se parler. Je lui ai dit, voici, genre, ce que moi je peux t'offrir, à prendre ou à laisser. Il m'a dit, vas-y. Nous, on a plus connecté sur un côté humain que, tu sais, genre côté Ouais. business. Ouais. Et il m'a dit, vas-y, c'est bon, let's go. Il m'a fait confiance. On est arrivé à Montréal. Enfin, il est arrivé à Montréal. Il s'est passé une semaine de malade mental. Je te donne un exemple très rapidement. On parlait de Redouane Bougueraba et tout. 2 jours après, on va dans un hôtel, on voit Redouane. Il est comme, ah, Redouane nous invite à son show. Non, mais dinguerie, tu vois. Waouh, OK. Et là, le show se passe, tout le monde est super content et tout, tout ça. Puis, Kamel repart et entre-temps, j'ai des messages des personnes qui me disent, ah, tu sais, même nous, en tant que Français, on écoute de la musique US. Ce serait peut-être cool, tu vois, de ramener un peu ce concept-là. Donc là, 2019 à 2024, il n'y a rien. Et 2024, je me dis, et tu sais quoi, j'ai envie de refaire des soirées. Donc, vu que je suis passionnée par la musique et que ça me manque surtout aussi ces années-là, je vais recréer en fait la continuité en fait de ma soirée qui s'appelle Mmh. la soirée NTM. Et je vais la modifier à Wayback. Et là, je vais faire rap, enfin du moins hip-hop, R&B, 90-2000, France, US. Donc 2024, OK. j'ai fait 4 éditions. Je fais ça au bar Pamplemousse, donc c'est à peu près 180-200 personnes. OK. Ça s'est super bien passé. Et là, ben, la dernière de Wayback, c'était samedi dernier, où j'ai ramené Ouais. justement Eclipse, dont je te parlais, avec qui j'avais travaillé à Paris. OK. Lui est surtout un des plus grands beatboxers français reconnus mondialement, tu vois. Ah ouais, non, Waouh. c'est ouf. Donc, C'est ouf. et lui, pareil, à chaque fois, parce qu'on se connaît depuis 10 ans, on s'est vu entre Montréal, Paris et New York. Ça veut dire on se suit. Et il me dit, quand est-ce qu'on arrive à collaborer ensemble? Et je dis, ben vas-y, Wayback, c'est maintenant, let's go. Et voilà, tac, il est Trop là. bien, c'est ouf. Ouais, mais Ouais. mais justement, alors, comment, c'est ça la question que je vais te poser tout à l'heure. Comment est-ce que tu fais pour rencontrer une personne il y a 10 ans, il y a plus, et pour rester en contact avec elle et pouvoir potentiellement recollaborer avec cette personne-là 10 ans après? Comment est-ce que tu maintiens en gros ce networking, ce réseau? Je sais pas, tu te forces à lui envoyer des messages. Enfin, comment ça se passe concrètement? Ou vous parlez même pas, je sais pas, et juste vous reparlez 10 ans après? Euh, Écoute, en fait, c'est vraiment le côté humain parce que on n'a jamais connecté sur un côté professionnel. Toutes les personnes avec qui je parle, ça n'a jamais été réellement pro. On a vraiment plus connecté, et ça va, machin. Donc, c'était vraiment plus perso. Et je pense que c'est ça qui tient le lien, en fait, durant toutes ces années. Ouais, qui est Et la authentique en fait. confiance, c'est hyper authentique, tu vois. C'est c'est vraiment. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence aussi avec beaucoup de personnes. C'est que souvent, c'est très, très business. Et à travers moi, mes événements, c'est très important d'avoir la personnalisation des gens, les accueillir, savoir, tu sais, genre, me montrer pas tant juste en tant que productrice, en tant que Eva Rostin, une humaine qui a envie de faire kiffer aussi, tu vois. Et, Ouais, ouais, bien sûr. et à la fin du compte, c'est ça qui plaît. C'est pour ça que je dis, moi, j'y vais genre doucement. J'y vais À doucement. l'humain. Trop, trop, Exact. trop hyper intéressant. Je pense que c'est le vrai insight qu'on peut retenir de Ouais, toutes tes expériences, c'est vraiment, l'humain, l'humain. C'est vrai que nous, on a beaucoup entendu, bah, voilà, on a pu lever des fonds parce que notre idée, elle était bonne, parce qu'on avait un beau produit, parce qu'on avait un bon service et cetera.
mais en fait, ce qui prime le plus derrière tout ça, bah, c'est l'humain et finalement sans prise de tête, rien qu'avec de l'humain, ça passe et c'est ce qui t'a amené à tout ça aujourd'hui. Donc déjà bravo, pour tout ce beau parcours. Juste avant qu'on termine cette discussion, on a l'habitude de poser des questions qui sont un petit peu plus, personnelles, plutôt sur l'entrepreneuriat. On a, 4-5 questions comme ça. Mmh. La première question, c'est de savoir comment est-ce que toi tu vois, et à la fois ton agence et à la fois tes soirées à l'horizon, 2030, dans 5 ans? Alors pour te dire, la pandémie en fait m'a plus du tout envie de me projeter. Ouais, Mmh. j'imagine. C'est vrai que je vais pas te dire je vis au jour le jour, mais bien entendu que j'ai des visions, j'ai des projets, je vais pas en parler, Mmh. mais mes visions sont grandes et c'est pour ça que j'avance petit à petit. Ouais, on a hâte de voir la suite. Et quelles compétences tu considères-tu comme, comme vraiment essentielles pour un entrepreneur pour réussir? C'est ça qui est intéressant en fait avec ces questions, c'est comme on essaie d'avoir plein d'entrepreneurs de plein d'industries différentes, donc les réponses elles sont toujours un peu différentes et c'est pour ça que je suis assez curieux de savoir qu'est-ce que toi t'en penses, en tout cas de ton vécu, personnel? C'est une très, très bonne question. Déjà, il faut être résilient, il faut être patient, il faut croire en ce qu'on fait parce qu'on est dans un milieu je parle de manière générale et dans le milieu, tu sais, du show business, c'est tout le temps, en fait, des déceptions, souvent des trahisons, des ci, des ça, donc il faut toujours savoir relever la tête et voir plus loin, tu vois? Se dire: «OK, Ouais, sur le long si ça, terme. c'est arrivé comme ça veut dire que ça devait arriver Mmh. comme ça et il y a mieux qui t'attend après». Donc, je te dirais, pour moi, en tant qu'entrepreneur, rester authentique parce que tu es pas obligé de plaire à Mouais. tout le monde, en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut Mmh. se dire. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, que ce soit de manière professionnelle ou privée. Amitié, amour, je te parle Bien sûr. pas vraiment dans une bulle. Donc, je dirais plutôt ça. OK et du coup, dans cette lignée-là, est-ce que tu aurais un ou plusieurs messages d'encouragement que tu pourrais donner? Nous, on est beaucoup écoutés par des gens qui veulent se lancer, qui essayent de se lancer et cetera, qui ont peut-être besoin un peu de motivation. Toi qui as maintenant du recul sur tes premiers moments où tu t'es lancée toute seule et cetera, quel message tu pourrais transmettre à ces personnes-là? Alors déjà, les personnes en fait qui ont une intuition et tu sais qui leur parlent tous les jours, le matin, le midi, le soir, qui disent: «Non, non, non, j il y a autre chose qui m'attend et tout», ça veut dire qu'il faut écouter cette petite voix-là et qu'il faut la Mmh. suivre. Qui veut dire que une personne qui a de grands rêves, parce que je pense que pour être entrepreneur, il faut être rêveur, mais Ouais. tu rêveur, disons quand même assez bien organisé. Il faut pouvoir justement se dire, ok, moi j'ai envie d'aller là, et ça peut être juste partir du pays, sortir de la zone de confort. Il faut savoir sortir de sa zone de confort. À chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu arrives justement à aller à un palier de plus dans ta vie. Ouais. Donc, en gros, c'est croyez en vous, 100%, il faut croire en soi, même dans les moments les plus douteux, que ce soit perso ou pro. Mmh. Moi, j'étais comme vous, et c'est pas parce qu'aujourd'hui je fais des choses et que les gens connaissent mes projets que j'ai pas des doutes ou que, tu vois, Bien c'est sûr. Ouais. Ouais, humain ouais. en fait, c'est humain de se remettre en question. Et c'est pour ça que vraiment je dis foncez, parce qu'en fait vous avez qu'une vie. Et il y a peut-être une seule chose aussi que je voudrais dire, c'est, tu sais, je me suis dit, justement, dans toutes les années, jusqu'à ce que, tu sais, je sois plus là, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie que les gens se rappellent de moi, Ouais. Ouais. tu vois? Donc déjà, que j'ai juste donné un sourire, que j'ai juste été à l'écoute, que je leur ai peut-être fait oublier leur anxiété, que tu sais pas en fait ce que vivent les gens quand Ouais, ils c'est viennent ça. sur tes spectacles. Ouais. Donc c'est en fait, c'est vraiment se mettre à la place, tu vois? Genre, Beaucoup d'empathie, beaucoup de de générosité aussi. ouais, Ouais. la communication, la générosité, l'empathie, l'authenticité. Et je remercie, ma famille, mes parents parce qu'ils m'ont inculqué ça, et je pense Mmh. que c'est ça aussi qui fait beaucoup de différence aujourd'hui par rapport à ce que moi je suis en train de créer, et sûrement pour toutes les personnes aussi qui vous écoutent. Mmh. Hyper, hyper inspirant en tout cas. Ouais. J'imagine que tu vas inspirer beaucoup, beaucoup de nos auditeurs.
Moi, l'autre question qui m'intéresse, c'est de savoir si tu avais eu l'opportunité de poser une question à un entrepreneur ou du coup à un artiste, ce serait qui et quelle question tu aurais voulu lui poser? Euh, alors, j'ai pas réellement, tu sais, genre d'artiste en particulier. Quoique si, j'ai un artiste, Booba. Ouais. Ouais. Qui reposte tes stories et c'est pas une blague, hein. Mais bon, j'allais dire, il repose les stories de toute manière de pas mal de Ouais. gens. Mais c'est vrai qu'il a reposté une story du Joker, une story où j'étais à New York et tout aussi. Mmh. Non, non, franchement. Mais c'est quelqu'un aussi qui envoie énormément de love tu sais, à la nouvelle génération. C'est l'air quelqu'un de très loyal, tu sais, Ouais. de très fidèle. Et tu sais, il filtre aussi beaucoup les gens qui peuvent être dans son entourage ou autre, et même avec qui il a envie de travailler. Donc, pour revenir à ta question, et ben, tu sais, Booba, par exemple, sa question que je pourrais lui poser, c'est comment est venue en fait sa fibre entrepreneuriale en même temps, tu sais, de ce côté musical, et surtout, peut-être une deuxième question, la continuité et la persévérance dans ses 30 ans de carrière. Parce que là, Ouais. Ouais, il est à encore faire bon. quand même 3 dates à Paris à la Défense Arena. D'ailleurs, Oui, tu complet, en 15 minutes, quoi. complet. Et d'ailleurs, j'ai fait une folie il y a 3 jours. J'ai acheté un billet pour aller le voir. Waouh, Ah! incroyable! Ce serait ouf. Ce Je serait me ouf. suis dit, en fait, je me suis dit YOLO. Genre, Bah j'ai pas oui, envie d'avoir de regrets. Donc, Bah je ouais. me tu suis dit, raison, vas-y, je pars. trop Et, bien. et du coup, j'ai pris un billet là-bas. Mais je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, c'est vraiment m'asseoir. C'est à la limite, comment t'as allé chercher, comment t'as formé en fait cette fibre entrepreneuriale. Est-ce que tu avais ça déjà Ouais. dans le sang, ou en plus de faire tes choses à côté, et en plus il a sa vie de famille aussi avec ses enfants, tu vois. Mmh. Donc, Ouais. il faut pas, je pense pas il y a des côtés extrêmes des deux côtés. Tu peux avoir un côté hustle, travail, mais tu peux aussi Ouais. avoir ton côté perso, et ça c'est juste difficile de le gérer de temps en temps, et ça ce serait peut-être aussi une question. OK, et s'il nous entend, il pourrait peut-être te répondre, en tout cas. Mais, la dernière question qu'on a, c'est, est-ce qu'il y a des entrepreneurs que tu voir dans ce podcast, dans la voix de l'entrepreneur? Entendre leur Waouh. histoire, Écoute, oui, il y a en fait un entrepreneur qui est en même temps un producteur de musique très connu, qui a travaillé avec Rof, qui a travaillé, enfin, avec énormément de ces genres de personnalités, qui est d'ailleurs ici à Montréal et qui s'appelle Kujo, qui est invité dans beaucoup de conférences. C'est un expat, enfin, c'est un expat. ouais, C'est un Français africain qui aussi a commencé de rien, et il a une très très belle carrière. Et m'asseoir avec lui, tu sais, pour juste l'écouter, bah moi Ouais. je kifferais, même si je le connais et qu'on a déjà un petit peu discuté, mais on n'est pas rentré trop dans les détails, tu Ouais. vois. OK, Incroyable. OK. On Ouais. prend note, on prend note. Merci beaucoup Eva, voilà, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je trouve que tu as un parcours, qui est à la fois unique, qui est courageux, qui est inspirant pour beaucoup à mon avis. Voilà, finalement, c'est une vraie démonstration que, bah, toute seule, on peut arriver à faire plein de choses, et qui marchent. Alors évidemment, il y a des échecs, des fois c'est un peu plus compliqué, mais avec, comme tu l'as dit, la résilience, la patience, on arrive à faire de belles choses, donc c'est vraiment incroyable, bravo. Bravo en tout cas pour tout ça. Merci beaucoup les garçons aussi Bah, de merci à m'avoir toi. invité. Bah regarde, on parlait d'humain et de connexion. Gab, toi et moi, on s'est Ouais, rencontrés. On a de suite linké, et c'est toi qui m'as proposé aussi, tu sais, de c'est faire. vrai. C'est vrai que ça s'est fait de manière tout à fait humaine. On s'est rencontrés à Montréal quand on est arrivés, et voilà, maintenant tu es sur le podcast, c'est trop bien, c'est génial. Chers auditeurs, allez suivre Eva Rostin, elle est un peu de partout sur les réseaux. Puis, je vous dis, elle met, plein de petites stories sympas. On voit ce que c'est le Joker, les soirées way back et cetera. Même Booba, je vous dis, repasse ses stories, et moi ma tête a explosé. Puis je crois que je t'ai vu sur, une story avec, Fresh la Peufra, non, il y a quelques Ouais, jours? il Ouais, c'est ça. il y a quelques jours, Il était à Montréal, il était à Montréal. Et Fresh en la fait, Peufra de Nouvelle École. exact. Bon, en fait, c'est un pote
qui me l'a présenté, parce que c'est lui Ouais. qui l'avait emmené à la boîte. Et c'était pas OK. du tout prévu, en fait, même que j'aille dans cette boîte-là. Je suis arrivée 15 minutes très rapidement, en fait, à la fermeture. C'est un pote qui m'a dit: «Ah, viens, viens», parce que c'est lui qui hostait. Et en fait, Ouais. je lui ai dit: «Ah, OK, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp». Et là, je tourne ma tête, je vois mon pote et il est avec Fresh il est avec Fresh OK. Lab. Je dis: Énorme. «OK». Et Énorme. après, on part manger tous une poutine ensemble. Ouais, j'ai vu ça. Soirée de Énorme, dingue. énorme, Même si énorme. Incroyable. Pour nos auditeurs de Montréal, allez vous régaler au Joker. Voilà, je vous le dis, 1 fois par mois à peu près. Prochaine soirée 29 mars, c'est ça? Exact, Ouais. exact. J'ai pas encore lancé la billetterie, mais ça va pas tarder de toute manière pour les personnes. Et puis, n'hésitez pas aussi à venir me parler, à me DM avec plaisir, hein. Ouais, je sais que tu es vachement accessible sur ce côté-là, donc c'est vraiment cool. Vraiment, allez vous régaler, c'est génial. Prochaine soirée, samedi 29 mars. Je sais que l'épisode sortira tout juste une semaine avant, donc ça sera parfait, pour aller, dévaliser la billetterie. Et puis, voilà, vraiment allez-y, moi je l'ai fait une fois, on rigole vraiment du début à la fin, c'est assez génial, bien monté. Puis vous aurez la chance de rencontrer Eva, si vous la connaissez pas. En plus, il y a des bons carambars à l'entrée et j'espère qu'il y aura des carambars à l'entrée. Ah là 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 là. Mais j'espère aussi parce que j'espère aussi. Mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème. OK, trop cool. Trop, trop bien. C'est la petite touche. Merci, merci beaucoup Eva. Chers amis, chers auditeurs, merci aussi à vous, d'être toujours aussi fidèles. Nous aussi, on est sur les réseaux, on est même sur TikTok d'ailleurs, donc on a besoin d'abonnés à fond. Donc venez nous suivre, venez nous aider à faire grossir la communauté et puis, comme toujours, vous le savez maintenant, un petit commentaire, un avis, une note, ça nous aide énormément, ça booste un peu l'algorithme et puis on arrive, en premier dans les recommandations. Et puis, en attendant, nous, on se retrouve, dans 2 dimanches pour, un tout nouvel épisode avec un nouvel invité et puis, plein de belles histoires sur l'entrepreneuriat. Merci à tous, merci Eva, merci Raph, à très vite. Salut, salut.